Bonjour, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour. Je suis dans un bar avec quelques amis et on s'est dit qu'après on allait se faire un ciné. Du coup, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a au ciné en ce moment? Oh bah vous savez monsieur, il y a plein de bonnes choses. Bah ça, je m'en doute. Mais qu'est-ce que vous me conseillez comme film, précisément? Pour cette fois-ci, je vous conseillerais de vous aventurer dans Oppenheimer, le dernier film de Christopher Nolan. Okidoki, merci l'ami. On part là-dessus. Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue. Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. Truman veut savoir ce qui se passe ensuite. Ensuite, Hello et bienvenue dans ce tout nouveau podcast sur la chaîne, à savoir Enfants du cinéma. Alors, je me suis renseigné, normalement le nom n'a pas encore été pris, j'espère que ça va rester comme tel, parce que, j'avoue que j'ai pas tellement envie de me retrouver dans la mouise, voilà. Enfants du cinéma, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un podcast qui aura lieu une fois par semaine sur la chaîne, à savoir chaque vendredi soir, où dans un premier temps, il ne sera question que d'un seul film, ça peut être un film du présent comme un film du passé, et je peux être soit seul à parler du film, soit accompagné. Voilà, je pense avoir expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer sur ce nouveau podcast. Et j'espère que ça va vous plaire. Comme dit dans l'intro, aujourd'hui il sera question ni plus ni moins du dernier gros bébé de Christopher Nolan, à savoir Oppenheimer. Oppenheimer qui nous raconte, en 1942, convaincu que l'Allemagne est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient dans le plus grand secret le projet Manhattan destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer, brillant physicien qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. C'est dans le laboratoire ultra secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuel. Oppenheimer, au-delà d'avoir une histoire extrêmement intrigante, comporte deux belles personnes à son casting, à savoir Cillian Murphy dans le rôle de Robert Oppenheimer, Emily Blunt dans le rôle de Kitty Oppenheimer, Matt Damon dans le rôle de Leslie Grove Jr., Robert Downey Jr. dans le rôle de Lewis Strauss et Florence Pugh dans le rôle de Jean Tatlock. Alors bien sûr, il y a plein d'autres jolis noms, mais j'y reviendrai un petit peu après, si vous voulez bien. Et là, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, en chœur, non on ne veut pas. Et du coup, je me retrouve dans la merde. Putain, comment je vais avancer? Si vous le voulez bien, encore une fois, je vais m'attarder quelques instants sur les précédents films réalisés par Christopher Nolan. Cela va me permettre, tout simplement, de vous donner mon rapport que j'ai avec le travail de Christopher Nolan. Sur ce, c'est parti. Dans un premier temps, je dois vous avouer que je n'ai pas vu tous les films réalisés par Christopher Nolan, puisque en effet, je n'ai pas vu son tout premier film sorti en 1998, à savoir Following le Suiveur. Mais je dois dire également que j'ai entendu pas mal de choses vraiment passionnantes sur la conception du film, donc je le verrai un jour et je vous en parlerai. Promis. Par contre, j'ai pu voir son deuxième film sorti en 2000, à savoir Memento. Memento que j'aime bien, mais à contrario de beaucoup de gens, en fait j'ai découvert il y a peu que beaucoup de gens classaient très très haut dans leur top film réalisé Christopher Nolan, Memento. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que Memento est un chef-d'œuvre. Et en soi, je comprends, mais je suis pas de cet avis. Je trouve le film super efficace parce qu'il pose magnifiquement bien toutes les bases du cinéma de Nolan. Il pose magnifiquement bien, en termes d'écriture et en termes de forme, tout ce que va explorer Nolan par la suite. Mais je dois dire que je m'attache pas trop au perso. J'ai du mal à m'attacher au personnage. Je suis assez détaché de ce qui lui arrive dans le film, alors que c'est des choses dures, impactantes, mais je sais pas, il manque un truc. Il manque un truc en termes d'écriture, pour le coup,
qui me gêne. J'ai pu voir également son 3e film, sorti en 2002. Quelle belle année quand même. Je dis pas du tout ça parce que c'est l'année de ma naissance, hein, pas du tout. Son 3e film, sorti en 2002, qui est donc Insomnia, qui m'intéressait pas mal parce qu'il y avait Al Pacino, et en plus de ça, il y avait Robin Williams en méchant. Je veux dire, Robin Williams en méchant, je veux ça tous les jours, ça m'intéresse trop. Et je dois dire que je préfère Insomnia, dans mon souvenir, à Memento. Alors peut-être pas en termes de forme, c'est plus classique, voilà, mais je me suis beaucoup plus attaché au personnage principal. Là, j'avais pas de détachement par rapport à ce qui lui est arrivé. Et en plus de ça, je trouve l'interprétation de Robin Williams en méchant absolument folle. Et c'est pas juste Robin Williams qui fait le taf. Non, en termes d'écriture, le méchant est en béton. Vraiment, c'est un méchant dont je me souviens quotidiennement. On arrive désormais à son 4e film, sorti en 2005. 4e film que beaucoup de gens connaissent, voire beaucoup plus que Insomnia, à savoir Batman Begins, qui donc enclenchait la trilogie centrée sur Batman, réalisée par Christopher Nolan. Et j'aime bien Batman Begins. Alors j'ai un petit peu de mal avec le découpage et le montage de certaines scènes d'action. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré par la suite dans la trilogie. Mais j'aime bien la façon dont le personnage est construit, j'aime bien la vision du personnage de Batman, et surtout j'aime bien l'esthétique très comics du film. Voilà, je trouve que Batman Begins se différencie beaucoup des 2 autres opus par son esthétique très comics, pas très réaliste. Et ça m'intéresse. Voilà, surtout que c'est bien fait. Voilà, on est chez Nolan, c'est bien fait. Et on arrive à son 5e film sorti en 2006, à peine un an après Batman Begins, à savoir Le Prestige, et c'est mon film préféré de Christopher Nolan. Voilà, je vais être cash, c'est mon film préféré de Christopher Nolan. Parce que je vois en Le Prestige le premier point culminant de sa carrière. J'y vois son premier film somme en soi. Parce que ce soit en termes de forme ou de fond, j'y vois mais tellement peu de défauts. Pour moi, c'est proche de la perfection. Les personnages sont ultra complexes, ultra attachants. On est loin du manque d'attache que j'avais envers le personnage principal de Memento. Mais aussi, ce que je trouve véritablement fascinant avec ce long métrage, on sait que Christopher Nolan aime le bordel. Il n'aime pas construire ses récits de manière linéaire. Et en soi, ça peut être intéressant, comme avec Le Prestige, et parfois, ça me gêne un petit peu, comme avec un film dont je vais vous parler plus tard, où j'ai vraiment eu l'impression qu'il était en mode « Je vais faire du bordel !» Et pourquoi, Christopher ? Je ne sais pas, j'aime juste bien ça. Et ça m'avait véritablement gêné. Et là, dans Le Prestige, sa construction qui n'est pas linéaire, ce n'est pas de l'esbrouf, parce que elle colle parfaitement avec le sujet principal du long métrage, qui est l'illusion. Quand je vois le montage du film, quand je vois la façon dont est construit le récit, j'ai l'impression d'assister en permanence à une illusion. Et je trouve cette construction passionnante, parce que elle n'est pas hors propos. C'est pas de l'esbrouf, c'est pas du bordel pour créer du bordel. Non, c'est du bordel qui te raconte quelque chose de fort, de poignant, et qui va te marquer. Et au-delà de ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir pris Christian Bale et Hugh Jackman pour interpréter les rôles principaux, parce que tous deux, par le passé, avaient interprété des super-héros. À peine un an avant, Christian Bale, il était Batman. Quelques années avant, Wolverine... Oula, je me mélange les pinceaux. Hugh Jackman était Wolverine. Voilà, c'est ça, c'est mieux. C'est intéressant parce que, d'un premier regard, on va croire qu'ils vont interpréter des rôles beaucoup plus humbles, mais au final, c'est des rôles que moi, je trouve beaucoup plus grands, parce qu'en termes d'écriture de personnages, il se déploie quelque chose de véritablement massif et impressionnant. Donc voilà, je me suis un petit peu plus attardé sur Le Prestige, mais en même temps, c'est normal, c'est mon film de Christopher Nolan préféré. Mais maintenant, passons à son 6e film, qui est sorti en 2008, à savoir The Dark Knight, qui est probablement le film de Christopher Nolan avec Interstellar qui a fait couler le plus d'encre partout. Voilà, partout où on pouvait faire couler de l'encre, l'encre a coulé. Il a coulé à flot. Et c'est très bien. Mais je peux pas m'empêcher de trouver ce film un petit peu surestimé quand même. C'est-à-dire que oui, dans sa forme comme dans son fond, c'est du très bon. C'est même mieux que Batman Begins. Batman Begins qui avait une approche très comics dans ses visuels qui me plaisait, et The Dark Knight qui a une approche beaucoup plus réaliste, mais qui me plaît tout autant, voire plus. Sans oublier le développement et l'interprétation du Joker. Tout le monde en a parlé, tout le monde a dit que c'est génial, et c'est bien vrai, ça l'est. Mais au final, je suis pas pris de passion pour ce film. Ça reste un des meilleurs films de Nolan, mais je suis pas pris de passion pour lui. Juste, je le trouve très bon.
très efficace. Point. Voilà. S'il vous plaît, m'en voulez pas. Passons maintenant à son 7e film, à savoir Inception, et je me rends compte que je me suis vachement gouré en disant que The Dark Knight et Interstellar étaient les films réalisés par Christopher Nolan qui avaient fait couler le plus d'encre, puisqu'il y a eu également Inception. En fait, ils forment une trilogie, ces trois-là. Et Inception, c'est un film que j'aimais énormément quand j'étais plus jeune. Je l'ai revu, je le trouve moins bon qu'avant, mais je dois dire qu'il est quand même sacrément efficace. Le concept est génial, et ce qu'il fallait pas foirer, c'était la façon dont on allait traiter ce concept. Il faut dire que la façon est impériale. Les personnages et ce qui entoure les personnages, tout est devenu pratiquement culte. C'est un film que je revois avec vraiment beaucoup de plaisir, même si j'ai vraiment du mal avec les scènes d'action de ce film que je trouve pas loin d'être mauvaise. La gestion de l'espace n'est pas bonne, le montage également. Je trouve que les scènes d'action du film mettent en place des grosses chutes de rythme, et ça me dérange. Mais après, le film est quand même très bien. Et je le préfère à The Dark Knight, je dois dire. Et on arrive à son 8e film sorti en 2012, à savoir The Dark Knight Rises, qui est ici pour conclure la trilogie Batman de Nolan. Et je dois vous avouer un truc, je pense que je le préfère à The Dark Knight. Et je le préfère, pour sûr, à Batman Begins. Ce qui en fait mon opus préféré de cette trilogie. Alors oui, bien sûr, ou plutôt les méchants de Rises sont beaucoup moins bons que le Joker dans The Dark Knight, il n'y a pas photo. Mais je suis beaucoup plus pris dans l'histoire, je suis beaucoup plus pris par l'aspect politique de The Dark Knight Rises. J'aime énormément le développement de Batman dans cet opus, je le trouve ultra fort. Et ne serait-ce que la forme, je suis beaucoup plus pris par la forme, je trouve qu'il y a quelque chose... Il y a un geste de cinéma beaucoup plus massif, impressionnant, puissant, tout ce que vous voulez tant que c'est bien, qui se dégage de Rises, et que The Dark Knight n'a pas forcément. Après, The Dark Knight reste très bien. Et on arrive à son 9e film sorti en 2014, à savoir Interstellar. Et je vais pas forcément me faire des copains, parce que j'en ai déjà parlé un petit peu sur les réseaux. Je trouve que c'est un très bon film. En fait, c'est un petit peu le même combat que The Dark Knight. C'est-à-dire que je trouve que c'est un très bon film. Je trouve la forme absolument magistrale. Je pense qu'en termes de pure forme, en termes de pure technique, Interstellar est l'un des films les plus importants et imposants de la dernière décennie. Voilà, faut dire les termes, et ces termes, je les pense. Les personnages, en fait, c'est un paradoxe, ce film, dans la filmographie de Nolan, pour moi, parce que les personnages sont développés, en soi, ils sont attachants, mais je n'aime pas qu'on me mette un flingue sur la tempe pour que je ressente des émotions. C'est-à-dire que je trouve ce film ultra tire-larme et ça me dérange vraiment. Comme si Nolan n'avait pas eu confiance au développement qu'il avait amené à ses persos et qu'il s'est dit je vais rajouter une surenchère d'émotions derrière parce que je veux vraiment que mon spectateur ou ma spectatrice soit touché. Sauf que non. Au final, à force de vouloir faire absolument pleurer ton spectateur, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, au final, le spectateur, ou du moins moi, a ressenti moins d'émotions que prévu. Et c'est dommage. Et c'est un véritable paradoxe pour moi, Interstellar, dans sa filmographie. Mais ça reste un très bon film. Voilà. Et on arrive à son 10e film sorti en 2017, à savoir Dunkerque, qui est le premier film que j'ai vu en salle de cinéma dans un autre pays que la France. Je l'ai vu en Irlande, je pense que tout le monde s'en tamponne de cette anecdote, mais j'avais besoin d'en parler. Dunkerque, qui est également un film qui est en fait un paradoxe dans la filmographie de Nolan, pour moi, parce que je trouve le film tellement immersif, je trouve que la forme, la technique est absolument folle, le découpage est monstrueux d'efficacité, c'est probablement l'un des meilleurs découpages de Nolan, on va pas se mentir. Vraiment, pour ce qui est de la forme, pour ce qui est de la technique, pour ce qui est de l'immersivité, c'est juste incroyable. Mais je m'en tamponne des persos, je m'en tamponne du sort des personnages, parce que soit ils ont un développement, mais il n'est pas bon, soit ils n'ont pas de développement, et je trouve ça en même temps profondément gênant, et en même temps je passe à côté, parce que la forme est tellement impériale, et tellement immersive, je suis tellement les yeux écarquillés devant, que j'en oublie que je m'en tamponne des persos. Mais en même temps, quand je me le rappelle, ça me dérange. C'est très paradoxal, mais en même temps, ça en fait une œuvre fascinante, du coup. Et en soi,
Bah, du coup, j'aime vraiment beaucoup Dunkerque, voilà. Et on arrive enfin à son 11e film sorti en 2020, à savoir Tenet, qui lui aussi a fait couler pas mal d'encre, moins que la trilogie dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, mais quand même, surtout parce qu'il était sorti après la crise du Covid, etc., etc. Et là aussi, je loue l'intention de rendre follement immersive son œuvre, mais j'ai quand même un très gros problème avec le fond du film. En gros, pour faire simple, je trouve les scènes d'action absolument démentes. C'est probablement les meilleures scènes d'action qu'ait filmé Nolan. De toute façon, c'est pas très compliqué. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans le découpage, dans la gestion de l'espace, dans la gestion du concept, qui me fascine parce que c'est extrêmement maîtrisé. Mais non seulement je m'en tamponne de tes persos, encore une fois, mais ça, à la rigueur, je pourrais passer un petit peu au-dessus, comme je suis passé au-dessus avec Dunkerque. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que Nolan se fout de ma gueule. J'ai l'impression que Nolan se fout de ma gueule avec ce film, parce que j'ai l'impression que, contrairement au Prestige, où sa construction anti-linéarité était intéressante parce qu'elle était justifiée, elle n'était pas hors propos. Là, il y a le même genre de construction, mais pour moi, c'est complètement hors propos. C'est complètement à côté. Parce que ça n'a, quand on y réfléchit, pas tant de rapport avec le concept, mais en plus de ça, j'ai juste l'impression de voir un caprice de Monsieur Prout. Voilà, on va l'appeler Monsieur Prout, Nolan, pour Tenet. Christopher Nolan a été Monsieur Prout pour Tenet, parce qu'il a voulu rendre son récit, qui n'est absolument pas compliqué de base, et qui n'a pas besoin d'être compliqué, il a voulu le rendre follement compliqué. Et ensuite, il nous dit... Non, mais il faut pas essayer de comprendre, faut juste ressentir. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Après, reste que si on regarde le film que pour sa forme, pour sa technique, pour son immersivité, ça marche. Mais il y a ce petit foutage de gueule en plus qui m'empêche de passer à côté des défauts, là où dans Dunkerque, j'avais pas l'impression qu'il se foutait de ma gueule. Et donc, pour résumer, la filmographie de Christopher Nolan est plutôt bonne et plutôt riche, elle me plaît, mais ce qui est intéressant à noter et surtout à ne pas oublier, c'est ses gros défauts ambulants dans son cinéma, notamment en termes d'écriture de personnages et de gestion d'émotions amenées par ces personnages. Soit il n'y a pas de développement, soit il y a des développements mais ils sont foirés, soit Christopher Nolan vient te chercher de l'émotion en te mettant un flingue sur la tempe. J'en conclus donc que le cinéma de Christopher Nolan, en termes de développement de personnages et de gestion d'émotions amenées par ces personnages, est lunatique. Son cinéma est lunatique. On passe d'un extrême à un autre. Christopher Nolan n'arrive pas à trancher, à se poser. Et donc on va voir si avec Oppenheimer, il a enfin réussi à trancher, à se poser. On peut conclure également que ce côté lunatique dans son cinéma se retrouve également dans sa façon de gérer ses concepts, d'expliquer ce qu'il se passe au spectateur ou dans la construction de ses récits. On peut passer d'un extrême à un autre, la preuve étant Le Prestige et Tenet, où, je vais me répéter, mais dans Le Prestige, la complexité du récit est justifiée, là où dans Tenet, elle ne l'est pas. Et enfin, pour conclure cette conclusion, on peut affirmer que la forme, la technique chez Nolan, c'est très rarement du très mauvais. C'est très souvent du très bon, c'est très souvent très immersif, et donc, est-ce que, dans Oppenheimer, il a continué sur cette voie-là ? Eh bien écoutez, on va y répondre tout de suite avec la critique d'Oppenheimer. Bon, eh bien, après 18 minutes 40 d'introduction, que vaut Oppenheimer de Christopher Nolan ? Alors, je vais commencer par vous parler de la forme, puis ensuite j'enchaînerai sur le fond, et enfin, je finirai en vous parlant des acteurs et actrices, ainsi que de la musique. Pour ce qui est de la forme, en termes de photographie ou encore de décor, c'est une nouvelle fois extrêmement impressionnant. Le film a coûté aux alentours de 100 millions, il me semble, et est 10 fois plus impressionnant, crédible et fascinant que la plupart des blockbusters insipides qu'on se bouffe en ce moment et qui parfois coûtent à 100 millions, voire 200 millions de plus que Oppenheimer. Ce que j'aime beaucoup en termes de photographie, la photographie qui a été signée par Hoyte van Hoytema,
qui avait notamment travaillé sur Interstellar, Dunkerque ou encore Tenet, c'est qu'on retrouve une image de cinéma où la couleur, où les couleurs sont pensées pour raconter quelque chose sur le contexte de l'histoire, sur le contexte historique, mais également sur les personnages, sur la psychologie des personnages. Les couleurs ne sont pas là juste pour faire joli. Et également en termes d'étalonnage, c'est extrêmement propre, extrêmement beau. Il n'y a pas des assemblages de couleurs qui ne vont pas ensemble où on se dit « mais c'est des couleurs que les gens aiment bien, donc on va toutes les mettre ensemble ». Sauf que non, la plupart du temps, quand vous prenez ce chemin-là, là je m'adresse au studio et au réalisateur insipide, ça crée du vomi. Voilà, ça crée du vomi et c'est pas beau. Et Oppenheimer revient à un amour du traitement de la couleur, de ce qu'elle peut raconter en plus de ce que les personnages nous racontent oralement. C'est tout bonnement le show don't tell. Et le show don't tell, c'est un petit peu la base du cinéma. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé durant le visionnage du film. Alors peut-être que certains ou certaines vont dire que je suis complètement à côté de la plaque, mais ce qui m'a frappé, c'est le changement de couleur, de teinte des costumes de Oppenheimer. Chaque changement, selon moi, va raconter quelque chose sur son état psychologique, où il en est à ce moment-là de son travail. Ça m'a beaucoup rappelé le traitement des couleurs qui était très imposant, très important dans La La Land de Damien Chazelle. Après, bien sûr, on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs, sur les mêmes teintes, ça aurait été... ça aurait été très spécial de voir les couleurs de La La Land dans un film qui parle de bombes atomiques. Ça aurait été assez cringe. Il y a autre chose qui m'a frappé en termes de gestion des couleurs. Alors peut-être que certains vont me dire que j'ai des yeux qui ne fonctionnent pas bien, et dans ce cas-là, je suis non seulement désolé, et en plus de ça, comment ça? Mes yeux ne fonctionnent pas bien? Quoi? Mais je trouve que les teintes jaune et orange de la bombe ressemblent pas mal aux teintes jaune et orange de ce grand décor qu'est Los Alamos. Los Alamos, qui est donc l'endroit où plusieurs personnes se sont réunies pour construire cette bombe. Et j'ai l'impression qu'à travers ce travail de la photographie que je trouve personnellement passionnant, on a voulu nous faire comprendre, dans un premier temps, que cet endroit et les gens qui travaillent dans cet endroit sont la bombe. Et c'est super intéressant si on a voulu faire passer ce genre de message au travers de la mise en scène, au travers de la photographie, parce que plus tard dans le film, dans la troisième partie, et surtout au travers du personnage d'Oppenheimer, on va traiter justement cette différence qu'il faut faire entre le travail que Oppenheimer a accompli et la façon dont on a utilisé son travail. Et qui a utilisé son travail. Et on pourrait me dire, mais illustre connu, un désert c'est forcément un petit peu jaune, c'est pas bleu fluorescent. Et oui, certes, mais je trouve qu'il y a vraiment une concordance entre les teintes de jaune et les teintes d'orange du désert et de cet endroit qu'est Los Alamos, avec les teintes jaune et orange de la bombe. Et puis il y a aussi cette scène, alors c'est sur l'une des affiches du film, donc je ne pense pas spoiler quelque chose, mais au pire skipper 30 secondes, mais il y a cette scène donc de l'explosion de la bombe. D'ailleurs c'est extrêmement impressionnant la façon dont ça a été fait et la façon dont ça a été rendu, mais ça on va y venir un petit peu après. Il y a cette scène donc où Oppenheimer, au moment de l'explosion de la bombe, enlève ses lunettes qui donc protègent l'être humain de quelque chose qui a été certes construit par l'être humain, mais qui est totalement irréel en soi par sa puissance dévastatrice. Et lui, il enlève ses lunettes. Il regarde de ses yeux nus la bombe, l'explosion de la bombe. Et c'est comme si, dans cette scène, Oppenheimer et sa création ne faisaient qu'un, et que Oppenheimer était la bombe. Et c'est super intéressant de traiter ça quand on voit que durant toute la troisième partie du film, du moins c'est comme ça que je l'ai compris, plein de personnes vont vouloir faire croire que les résultats de Hiroshima et Nagasaki sont en fait directement de la faute de Oppenheimer, alors que ce n'est pas lui qui a dit qu'il fallait bombarder ces lieux-là. Ce n'est pas lui qui a pris la décision, mais on va vouloir lui mettre tout ça sur le dos. Du moins, c'est ce que moi j'ai compris. Et donc je trouve cette scène de l'explosion de la bombe, cet enlevage de lunettes, je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si c'est très français, mais je trouve ça très intéressant dans sa forme et dans son fond. D'ailleurs, pour revenir complètement sur la forme, je trouve le découpage de Nolan pour ce film absolument
démentiel. Et je trouve surtout le montage de ce film absolument, mais remarquable de maîtrise. J'aime beaucoup le fait que on retrouve ce côté très expérimental, en fait, en termes de mise en scène, en termes de montage, qu'avait travaillé Nolan, notamment dans l'un de ses tout premiers films, à savoir Memento, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'aime beaucoup qu'il revienne à ce style-là, et surtout qu'il l'enrichit, parce que certains pourraient me rétorquer et me dire « mais le montage n'a aucun sens, et surtout, c'est tout le temps archi-cut, c'est ultra désagréable. » Sauf que un montage archi-cut et désagréable, et qui n'a aucun sens, c'est le montage de Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Voilà, par exemple, ce film, que je déteste, n'a aucune raison d'être monté de la sorte, d'être autant cut, parce que le nombre de cuts qu'il y a à la minute, notamment dans cette scène qui avait pas mal tourné, cette scène de Bohemian Rhapsody où quelqu'un s'assoit à une table et je sais plus combien il y avait de cuts, il y en avait plus de 20 en je sais pas combien de secondes, c'était complètement invraisemblable, ça n'avait aucun sens parce que ça ne racontait rien. Alors que là, ce montage qui est totalement explosé, qui est continuellement très rapide, je trouve ça parfaitement en accord avec le propos de fond, avec l'intrigue de fond du film, qui est quand même centré sur une bombe atomique, soit quelque chose de complètement explosé, qui fait tout exploser sur son passage, et qui est d'une vitesse folle. Une fois que ça touche le sol, ça anéantit tout d'une vitesse folle, et j'aime beaucoup la façon dont Nolan, d'un certain côté, anéantit la linéarité de son récit, mais pour coller parfaitement avec son sujet de fond. Je trouve ça remarquable, je trouve que le montage de ce film est remarquable, je trouve qu'il devrait être absolument nominé aux Oscars pour meilleur montage, et franchement, il devrait le gagner, parce que pour moi, c'est le meilleur montage que j'ai vu cette année. Vraiment, parce que, encore une fois, il y a des séquences, mais parfois totalement expérimentales, où tu te dis, mais où ça va? Et quand tu vois où est-ce que ça veut aller, tu te dis, mais oui, c'est tellement ça qu'il fallait faire. Je pense notamment au tout début du film, où tu sautes de timeline en timeline, de scènes en noir et blanc à des scènes en couleur, mais en fait, ça pose remarquablement bien et très rapidement les bases du récit, et surtout la façon dont le récit va être construit, c'est-à-dire quelque chose d'explosif, quelque chose qui explose, et qui anéantit toutes sortes de montages, on va dire, habituels d'un biopic, parce que je n'ai que très rarement vu un biopic, parce que Oppenheimer est un biopic, j'ai très rarement vu un biopic qui était autant cinématographique, qui avait autant de tentatives de cinéma puissantes. En gros, puisque notre sujet principal est un monstre de l'irréel, eh bien faisons en sorte que notre geste de cinéma, aussi immense soit-il, soit quelque chose de totalement hors sol, de totalement irréel. Je vais prendre un exemple, un biopic que j'ai vu dernièrement qui s'appelle Au nom du Père avec Daniel Day-Lewis, qui est remarquable d'ailleurs, mais ce biopic emprunte le chemin, comme beaucoup de biopics, du réalisme. Et Oppenheimer, ce n'est jamais ça, parce que son sujet, la bombe atomique, c'est tellement quelque chose qui nous dépasse tous, tellement quelque chose d'irréel par sa puissance, que c'est totalement logique que Oppenheimer ne ressemble pratiquement à aucun autre biopic, parce que c'est une façon de construire un biopic totalement hors sol, totalement hors du réalisme. Et alors, attention, je parle bien de la façon dont est construit le récit, la façon dont est monté le film. Parce que le montage de ce biopic qu'est Oppenheimer ne ressemble pas du tout au montage habituel des biopics, du moins ceux que j'ai pu voir. Mais si on veut continuer sur la piste de l'irréel, la façon dont Nolan a voulu créer et montrer la bombe atomique dans son film, en n'optant pas pour des effets spéciaux numériques, avoir voulu, en quelque sorte, réaliser un exploit dans l'histoire du cinéma, je veux dire, avoir reproduit l'effet visuel de la bombe atomique en vrai, sans que ça soit une bombe atomique, moi, c'est ce que j'ai compris,
c'est quand même un exploit et ça relève presque de l'irréel, encore une fois. Donc c'est en totale adéquation, encore une fois, avec le sujet du film. Donc, pour répondre à une question que j'ai soulevée auparavant dans ce podcast, est-ce que Nolan continue à créer des œuvres d'une immersivité folle, où la forme est toujours aussi quali, imposante? Eh bien oui, totalement. Et merci pour ça. Pour ce qui est des personnages, pour ce qui est du développement des personnages et des émotions qui les entourent, eh bien je dois dire que Nolan a tranché. Il a réussi à trouver un parfait juste milieu. Et ça fait un bien fou, vraiment, ça fait un bien fou de voir ça enfin arriver dans la filmographie de Nolan. Je trouve qu'il s'en est extrêmement bien sorti sur Oppenheimer. Alors, tous les personnages sont extrêmement intéressants, sont extrêmement complexes et sont très bien développés, mais celui qui m'a le plus marqué, évidemment, c'est Robert Oppenheimer, qui, selon moi, représente tout bonnement une quête vers l'humanité. C'est-à-dire que il est entouré de personnages qui sont soit vraiment complètement obnubilés par la création de cette bombe atomique, ou complètement obnubilés à vouloir le descendre en flèche. Des personnages qui deviennent, en quelque sorte, soit la bombe, soit des vecteurs de haine. Là où Oppenheimer tranche tout ça. Il est en même temps, c'est un personnage qui est très, très intéressant à analyser, je pense. Il est en même temps obnubilé par cette création qui, même si beaucoup de gens l'aident à réaliser cette bombe atomique, le nom dont on va se souvenir derrière la création de la bombe atomique, c'est celui de Robert Oppenheimer. C'est pas pour rien que plus tard dans le film, on l'appelle le père de la bombe atomique. Et je parle bien de la création, pas de ce qui a été fait avec. Et il est en même temps omnubilé par son travail, par sa volonté de créer quelque chose de grand, et en même temps, c'est le personnage qui va libérer le plus d'émotions. Et c'est très intéressant quand il les libère parce qu'il les retient pratiquement constamment, mais il va surtout, selon moi, les libérer avec le personnage interprété par Florence Pugh et le personnage interprété par Emily Blunt. Je pense notamment à une scène en particulier que je peux pas tellement aborder en détail parce que pour le coup ça serait un spoiler, mais c'est la scène où Emily Blunt le cherche et le retrouve totalement recroquevillé sous un rocher. Cette scène est tellement émouvante, mais elle n'est pas tire-larme. Elle est très simple, que ce soit dans la manière qu'elle est filmée, ou la manière qu'elle est écrite, ou la manière qu'elle est jouée. Je trouve que cette scène en particulier représente parfaitement le choix de Nolan, le tranchage de Nolan. Le côté lunatique est parti, et je trouve ça super intéressant, je trouve ça super fort. Cette scène est en même temps d'une grandeur immense, et en même temps ultra humble. Je trouve que c'est le mélange parfait, c'est le parfait juste milieu. Mais c'est également extrêmement intéressant la manière dont Oppenheimer ne va pas forcément libérer son humanité, libérer son émotion par rapport aux conséquences que va avoir sa création, comme s'il s'interdisait d'avoir des émotions pour quelque chose d'aussi grand, d'aussi irréel encore une fois, mais par contre, pour les choses beaucoup plus humaines, beaucoup plus intimistes, bah c'est ça, c'est ces choses-là, notamment quelque chose qui se passe avec le personnage de Florence Pugh, qui va le détruire et qui va en partie le construire. Je trouve ça super intéressant, cette complexité, cette bataille qu'il y a dans la tête d'Oppenheimer en permanence. Et pourtant, bien entendu, il exprime ses regrets par rapport à ce qui s'est passé à cause de sa création. Mais il va toujours être en réserve par rapport à son travail et ce qu'a causé son travail, alors que évidemment, on sait que il le dit à un moment que ça l'a détruit, ce qui s'est passé, mais là, on va le voir imploser, exploser d'émotions, c'est dans les moments, comme je l'ai dit, plus intimistes. Il y a toute une scène vers la fin du film où Oppenheimer est dans le cadre
concernant le travail qu'il a effectué, et il y a tout un jeu de mise en scène avec de la forte lumière, voilà, je veux pas trop spoiler, qui représente son bouillonnement interne. En fait, il est sur le point d'exploser et de dire tout ce qu'il a sur le cœur. Mais, dans le cadre de son travail, il reste de marbre. C'est extrêmement intéressant cette dualité. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans la 3e partie, où certaines personnes ne souhaitent absolument pas qu'il devienne un martyr par rapport à ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. C'est vraiment la dualité de ce personnage est extrêmement riche, et je pense qu'on pourrait analyser ce personnage vraiment très 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 longtemps. Et ça colle parfaitement à Cillian Murphy. Cillian Murphy qui a très souvent eu des rôles comme celui-là, même si, bon, il y a quand même quelques différences. Il suffit de voir l'excellent Le vent se lève de Ken Loach, où il interprète un rôle proche de celui-ci, mais il y a des différences quand même. Et je serais tellement content que Cillian Murphy chope l'Oscar du meilleur acteur. Franchement, quel accomplissement ça serait pour lui, et surtout, qu'est-ce que ça serait mérité. Et je serais très content aussi que Robert Downey Jr. chope l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, parce que qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Robert Downey Jr. dans un autre rôle qu'Iron Man. Il y a vraiment une palette de jeux extrêmement différente chez Robert Downey Jr. dans Oppenheimer. La totalité du reste du casting s'en sort impérialement bien également, et je pense notamment à Florence Pugh, qui est là peu de temps, mais chaque scène où elle est là, limite, elle vole la vedette, et vraiment, Florence Pugh, je pense sincèrement que c'est une grande actrice. Il y a également plein de seconds couteaux dans le film. Je pense à Dan Diane, qu'on a pu voir également dans A Cure for Life de Gore Verbinski, ou à Casey Affleck, qu'on avait pu voir dans Manchester by the Sea. Et là, j'avoue, je me souviens plus qui a réalisé ce film, parce que Casey Affleck jouait très bien, mais le film était quand même sacrément oubliable. Et enfin, pour finir, j'aimerais aborder la musique de Ludwig Göransson, qui est le compositeur de Black Panther 1, de Black Panther 2, mais également de Tenet. J'avais déjà extrêmement apprécié sa musique sur Tenet, vraiment, je l'écoute en boucle, cette musique, faut vraiment que je me fasse soigner, parce que je vais devenir malade de cette musique. Plein de gens trouvent que c'est juste du bruit avant d'être de la musique, mais moi je trouve que c'est juste une nouvelle manière d'aborder la musique, et je la trouve extrêmement intéressante, et force est de constater que la musique d'Oppenheimer est absolument sublime, et là aussi j'aimerais qu'elle gagne un prix. Suffit d'écouter Can You Hear the Music, qui est juste absolument fantastique. Voilà, j'ai pas d'autre argument que ça, je l'écoute en boucle comme beaucoup de gens, mais mon Dieu que cette musique est puissante, mon Dieu qu'elle représente parfaitement l'évolution du récit, mon Dieu qu'elle représente parfaitement la psychologie des personnages. Non, vraiment, la musique de Ludwig Göransson pour Oppenheimer est absolument magistrale, j'arrête pas de l'écouter comme celle de Tenet. Je vais devenir malade de ce compositeur en fait, et faut pas, parce que après ça deviendrait un peu toxique. Et donc voilà, Oppenheimer, il en résulte un grand film, il en résulte l'un des meilleurs films de Christopher Nolan, je trouve, parce que en termes de forme, d'immersivité, c'est là. C'est franchement là, mon pote, et ça fracasse tout sur son passage. Et en termes de développement de personnages, en termes de développement d'émotions, c'est là aussi. Christopher Nolan a su trancher, pour moi, il a su trouver le parfait juste milieu. Je suis en train de me demander si, en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à Oppenheimer, il n'était pas en train d'expérimenter sur le développement de ses persos, sur le développement des émotions. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, je trouve qu'il est arrivé à un point qui est extrêmement intéressant dans sa filmographie. J'espère qu'il va le garder, qu'il va le travailler de plus en plus, et qu'il va potentiellement le faire évoluer, mais qu'il va toujours rester sur cette ligne du parfait juste milieu. Voilà. Sur ce, c'en est bon pour ce gros bout de podcast sur Oppenheimer. J'espère que ça vous aura plu. J'ai sûrement oublié certains trucs. J'ai enlevé certains trucs aussi parce que sinon j'aurais trop paraphrasé. Je pense, on va être honnête, on va être honnête 2 secondes, je pense que j'ai déjà pas mal paraphrasé dans ce que vous avez écouté. Mais si j'avais laissé ce que j'avais laissé, ça serait devenu insoutenable en fait. Ce serait devenu autre chose que de la paraphrase. Je sais pas ce que ce serait devenu, mais waouh, non, on veut pas ça. Sur ce, on se retrouve vendredi soir prochain pour un nouvel épisode de Enfants du cinéma. J'espère que cette première vous aura intéressé. Je ne vous garantis pas une durée d'épisode aussi longue que la durée de l'épisode sur Oppenheimer pour le prochain film que j'aborderai. Après, si j'ai autant de choses à dire sur le film que je vais aborder la semaine prochaine que sur Oppenheimer, écoutez, on se retrouvera pour 40 minutes encore une fois. Mais c'est un concept, c'est un podcast que je suis très très content de lancer. Ça va me permettre de bien plus analyser les films en profondeur, de bien plus prendre mon temps. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, intéressé, diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également.
Voilà. Et je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Il y a également la page Sens Critique de la chaîne qui s'affichera en description. Vous pouvez aller la noter ou mettre un avis dessus, qui soit bon ou négatif. Écoutez, je prends de tout. Voilà, je prends de tout. Et voilà, sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis salut!